Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième rétrospective dans laquelle on va s'attaquer au meilleur manga de tous les temps, Berserk. Berserk, vous en avez forcément entendu parler, car il a eu une influence monstrueuse sur la culture populaire. Certaines de vos licences de jeux vidéo préférées telles que Monster Hunter, Final Fantasy VII ou encore God of War seraient radicalement différentes si ce manga n'avait jamais vu le jour. Et les jeux du studio From Software n'existeraient tout simplement pas. Beaucoup de mangaka revendiquent l'influence que Berserk a eue sur leur travail. Avec ses 55 millions de tomes vendus dans le monde, Berserk est l'un des mangas les plus vendus de tous les temps, et l'une des œuvres de Dark Fantasy les plus célèbres qui soit. C'est l'histoire d'un mercenaire, Guts, qui depuis avoir été trahi et sacrifié par son ancien meilleur ami, Griffith, a des démons en échange de pouvoirs surnaturels et est condamné à affronter d'horribles monstres la nuit tombée. Des abominations qui sont attirées par la marque qu'il a sur son cou. Traumatisé par son amitié trahie, Guts utilise pour se défendre un arsenal varié d'armes aussi terrifiantes que puissantes, dont sa gigantesque épée, la Dragon Slayer. C'est le synopsis de base, mais en 35 ans, cette histoire a beaucoup évolué pour devenir un récit d'heroic fantasy sur la lutte d'un homme face à un monde absurde qui cherche à l'écraser, très inspiré des philosophies camusiennes et nietzschéennes. Berserk est un manga extrêmement riche ayant conquis le cœur de millions de personnes à travers le monde, avec ses 42 tomes et ça continue encore aujourd'hui, même après la mort tragique de l'auteur Kentaro Miura en 2021. Cette suite, on la doit à son meilleur ami, Koji Mori, qui lui a promis d'apporter une conclusion à l'œuvre à laquelle il a voué sa vie entière. C'est un manga que j'adore et qui est truffé de références érudites. Miura s'est servi d'énormément de sources pour créer son manga. Historique, pictural, religieuse, littéraire, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je voudrais me concentrer sur les films qui ont inspiré la création de Berserk. Ce sera super intéressant d'en parler, peu importe votre relation avec le manga. Si vous l'avez lu et aimé, vous allez apprendre plus de choses sur lui, et si vous ne l'aimez ou ne le connaissez pas, vous allez découvrir dans tous les cas de superbes films. Et si toutefois le sujet des différentes influences de Berserk vous intéresse, je vous renvoie à cette vidéo de Halt 236 qui est très complète sur le sujet. Mais avant de nous plonger dans le cœur du sujet, je vous invite à vous abonner à mes comptes TikTok, YouTube et Instagram. Si vous ne me connaissez pas, je parle ici de cinéma sous un maximum d'aspects différents. Dans Autopsie, je vous parle de films ayant été des échecs commerciaux, et dans Bioscope, je vous parle de l'évolution des technologies au cinéma. D'autres formats vont bientôt arriver, mais je suis sûr d'avoir quelque chose qui vous plaira dans mon catalogue de vidéos, peu importe votre rapport au cinéma. Et sans plus tarder, commençons cette rétrospective. Avant de nous attaquer aux films qui ont inspiré Berserk, j'avais envie de parler des 3 films adaptés directement du manga. La trilogie L'âge d'or du studio 4 degrés, adaptant l'arc éponyme le plus célèbre de l'œuvre. Cet arc qui a fait de Berserk le monument qu'il est aujourd'hui. Il raconte les plus belles années de la vie de Guts au sein de la troupe du Faucon, une bande de mercenaires dirigée par Griffith, que j'ai mentionné dans l'intro. L'animation de ces films est vraiment magnifique. C'est sans doute la plus belle adaptation de Berserk à ce jour, mais ils n'ont pas de grandes ambitions cinématographiques. Malgré le fait que ce soit des films, cette trilogie est plus une mini-série composée de 3 grands épisodes, et ça semble se confirmer par le fait qu'ils sont tous les 3 sortis directement en DVD sans avoir vu l'intérieur d'une salle de cinéma. Et si les films suivent assez scrupuleusement l'intrigue dans les grandes lignes, ils sacrifient énormément de scènes importantes à l'intrigue pour se concentrer sur l'action. Les scènes qui racontent l'enfance des protagonistes, Guts, Casca et Griffith, sont énormément raccourcies et deviennent des flashbacks brefs et laconiques, là où elles prennent plusieurs dizaines de pages dans le manga, car ce sont des éléments importants pour comprendre ces personnages dans toute leur complexité. Guts, par exemple, a vécu une enfance terrible, étant forcé de combattre dans des batailles par son père adoptif qui n'a jamais cessé de le maltraiter, lui infligeant des choses si horribles que je ne peux même pas les mentionner sur YouTube. Cet homme a laissé de lourdes séquelles psychologiques à Guts et l'a rendu craintif, agressif et même antisociable. On comprend à peine dans les films tant ils en parlent à peine. Pire encore, il n'en parle même pas à Casca dans la scène où ils couchent ensemble alors que c'était tout ce qui faisait la beauté de cette scène dans le manga original. Guts s'ouvrant enfin à une autre personne au sujet de ses traumatismes. Lui et Casca décidant alors d'affronter leurs problèmes ensemble et d'affirmer leur relation. On regrettera également la disparition de personnages importants comme la reine de Midland ou Viald. La première montrait dans le manga à quel point Griffith pouvait se montrer espiègle et vicieux pour accomplir ses objectifs, et Viald de représenter la violence des apôtres et celle du royaume de Midland après que le roi ait sombré dans la folie. Certaines scènes d'une importance cruciale ont également été coupées. Tous ces changements sont mauvais car ils rendent l'univers moins riche et affaiblissent toute l'intrigue. Une suite semblait être en préparation vu que le 3e film se termine sur un cliffhanger, mais ça va bientôt faire 11 ans que cette trilogie s'est terminée et nous ne l'avons toujours pas vue, et nous la verrons très certainement jamais. Ces films ne sont rien de plus que des petits cadeaux pour les fans de Berserk, ou au mieux une introduction au manga. Ils ont peu de valeur en eux-mêmes et j'irai même plus loin en disant qu'ils sont symptomatiques des problèmes dont souffrent toutes les adaptations de Berserk, et qui font penser à beaucoup de monde, moi y compris, que ce manga est inadaptable. Là où une grande adaptation arrive toujours à transcender l'œuvre dont elle s'inspire pour avoir de la valeur en dehors de cette dernière, les adaptations de Berserk n'intéressent pas les gens qui n'ont pas lu le manga. Berserk est trop parfait. Son intrigue n'a pas de défaut qui pourrait être corrigé dans une adaptation, et sa force vient en grande partie de codes intrinsèques au manga, impossible à reproduire au cinéma, comme l'agencement astucieux des cases et le dessin surciselé et virtuose qui sert l'action. Les adaptations de Berserk n'ont aucune liberté possible sur le matériel d'origine. Tout changement qu'elles essaient d'apporter ne font qu'entacher l'intrigue d'origine, et deviennent alors des défauts. Sans parler du fait qu'il est impossible d'adapter tout le manga, y compris ses meilleurs moments, à cause de sa longueur. Maintenant que ce petit détour sur les films directement adaptés de Berserk est terminé, nous pouvons nous pencher sur les films qui ont inspiré Kentaro
Kentaro Miura dans la création de son manga. Le très célèbre Brian De Palma a étudié avec certains des réalisateurs états-uniens les plus importants qui soient, en plus d'avoir réalisé des films qui ont à tout jamais marqué l'histoire du cinéma. Le premier Mission Impossible et Scarface, entre autres. De Palma est un artiste très attaché à sa liberté d'expression, et dans un Hollywood régi par l'argent et le capitalisme, ça ne lui a pas attiré que des amis. Il s'est déjà fait virer de certains de ses propres tournages pour avoir tenu tête à ses producteurs, pour des questions de direction artistique. Ce sont des expériences qui l'ont profondément dégoûté de l'industrie cinématographique. C'est donc en 1974 qu'il réalisa un film produit en indépendant pour exprimer toute la haine qu'il a accumulée au cours de ses expériences humiliantes, Phantom of the Paradise. C'est l'histoire d'un jeune musicien, Winslow, qui cherche à faire publier un opéra inspiré de Faust, dans lequel il a mis toute son âme. Il porte son attention vers Swan et son label Def Records, qui, séduit par sa musique, accepte de lui faire un contrat, ce qui l'amène à faire la rencontre de la jeune Phoenix, une jeune chanteuse pleine de talent dont Winslow souhaite faire l'interprète de son opéra. Malheureusement pour lui, étant trop attaché à son œuvre, Swan va organiser un complot pour se débarrasser de lui, en l'envoyant en prison, un complot qui va réussir. Plusieurs mois plus tard, croupissant dans sa cellule, Winslow entend une version déformée de son opéra que Swan prévoit d'utiliser dans un grand opéra, le Paradise. Fou de rage, il décide alors d'endosser un costume sombre afin de retrouver le contrôle de son œuvre, allant hanter les plans de Swan, devenant ainsi le fantôme du paradis. C'est un costume qui doit vous rappeler des souvenirs, car Miura s'en est énormément inspiré pour celui de Femto. Même leur façon de se mouvoir et leurs capacités surnaturelles sont similaires. Mais le film et le manga partagent beaucoup plus de similarités. Les trois protagonistes du film rappellent le triangle amoureux Guts, Casca, Griffith. Avec un héros prêt à tout pour défendre ce qu'il aime, un antagoniste entouré par des forces mystiques si puissantes qu'elles lui semblent le rendre invincible, et qui ne laisse rien ni personne s'opposer à ses ambitions démesurées. Enfin, on a une femme qui se retrouve déchirée entre ses deux compagnons. Il y a d'ailleurs beaucoup de scènes dans le film qui rappellent les dynamiques du trio. Par exemple, celle où Winslow est forcé de regarder sans pouvoir rien faire Swan, s'emparer de Phoenix, rappelle fortement celle de l'éclipse de Berserk, une scène d'anthologie qui hante les cauchemars des personnes ayant lu le manga. Comme Berserk, Phantom of the Paradise est un film qui met en scène des démons offrant des pouvoirs incroyables à des humains en échange de leur âme. Si dans Berserk, ils sont une critique des aspects les plus sinistres de l'humanité, dans Phantom of the Paradise, c'est pour critiquer l'industrie musicale qui nourrit des meutes de spectateurs dans des concerts endiablés et dégénérés. Une critique très acerbe de l'industrie musicale de la part de De Palma. Phantom of the Paradise est un film très influent qui fait partie d'une caste de cinéma underground comprenant des œuvres très influentes mais méconnues du grand public, comme El Topo ou Rocky The Horror Picture Show. C'est une vraie pépite très riche dans le fond comme dans la forme. Un thriller avec beaucoup d'éléments de films d'horreur et de la culture des années 70. En parlant de thriller, après une dizaine de tomes passés à raconter les aventures de Guts avec Griffith et sa troupe du Faucon, expliquant pourquoi il est devenu le jeune homme plein de rage que l'on a découvert dans les premiers chapitres, Berserk entra dans un nouvel arc, l'ère des châtiments. Guts passa 3 ans à exterminer des apôtres avant de réaliser qu'il a délaissé Casca au profit d'une quête de vengeance qui ne l'aurait mené nulle part. Honteux et se sentant responsable d'elle, il décide alors de la protéger coûte que coûte. Elle, la seule personne dans le monde pouvant encore l'aimer. Cela l'amène jusqu'à la tour de la Baille où siègent l'église et les nombreux réfugiés causés par la guerre qui fait des ravages dans tout le Midland. Réfugiés parmi lesquels se trouve une petite troupe de prostituées ayant pris en charge Casca. Durant cet arc, nous faisons la rencontre de l'Inquisition menée par Mosguz, qui n'a aucune pitié pour les pêcheurs et qui, malgré son fanatisme religieux, est totalement inconscient des sombres événements qui se préparent sous la Baille. C'est l'un des meilleurs arcs du manga. Il aborde des thèmes comme la foi et la religion, et il introduit des personnages très importants pour le reste de l'histoire, comme Farnèse ou Serpico. Il a marqué les esprits pour ces raisons, ainsi que pour son imagerie cauchemardesque et apocalyptique, ayant donné vie à certaines des scènes les plus incroyables du manga. Et si je vous disais que cet arc avait été inspiré par un film français, un film légendaire dont vous avez forcément entendu parler. Ce film, c'est Le Nom de la Rose de Jean-Jacques Hano. C'est l'histoire d'un ancien inquisiteur, William, accompagné par son disciple, Azzo, qui doit mener l'enquête sur une étrange série de meurtres ayant eu lieu dans la Baille, ce qui les amènera à découvrir des choses honteuses que l'abbé du lieu préférait garder secrètes. Des chrétiens corrompus qui s'adonnent à des désirs dégénérés, des prêtres tyranniques et des forces maléfiques qui grondent sous la surface de la Baille. Je dois dire que j'ai été très agréablement surpris lors de mon visionnage. Je m'attendais à m'ennuyer à mourir devant ce film qui allait s'avérer être un drame pompeux et barbant. Mais Le Nom de la Rose s'est révélé être une œuvre très bien construite qui m'a gardé en haleine jusqu'à la fin. C'est un vrai film policier dans un univers médiéval avec toutes les implications qui viennent avec, ce qui le rend génial. Le mystère du film est captivant et la vérité se révèle petit à petit, au bon rythme, grâce à l'enquête de William qui est un personnage fascinant. C'est un érudit un peu austère de prime abord, qui ne pense qu'à s'instruire, mais qui se révèle avoir un sens de l'humour et une empathie très forte et importante dans la foi chrétienne, là où il est entouré de gens qui utilisent leur religion pour oppresser les plus faibles. Sa relation avec Azzo est aussi très intéressante. Ils ont un lien père-fils très touchant comme vous aurez rarement l'occasion d'en voir au cinéma. On sent bien que la vie de moine solitaire que William mène
lui donne des difficultés pour exprimer ses sentiments, et ça rend sa relation avec Atzo encore plus touchante. Les deux sont essentiels l'un à l'autre. Ils font preuve d'une perspicacité incroyable et d'une détermination sans limite pour mener leur enquête à bout, peu importe les horreurs qui les attendent au bout de leur périple. Tout ça c'est très joli, mais le rapport avec Berserk, eh bien il y en a beaucoup. Déjà, le décor. La baille ressemble beaucoup à la tour de Berserk, étant un grand bâtiment sinistre d'une importance religieuse capitale, où des prêtres et des moines vivent à l'abri de besoins en laissant mourir à leur porte des innocents qui les supplient de les aider. Ensuite, il y a la critique de la religion et de la foi en général. Si des personnages comme Mosguz et George sont montrés comme monstrueux pour utiliser la foi comme un outil d'oppression, les deux œuvres montrent également les aspects bénéfiques de la croyance. Comment des humains rejetés par la société pour leur apparence monstrueuse trouvent refuge dans la miséricorde de l'église, et comment les hommes sont capables d'endurer les pires épreuves de la vie en s'accrochant à leur foi. Enfin, il y a aussi la Rose, la femme mystérieuse surnommée ainsi par Atzo car on n'apprend jamais rien sur elle, pas même son véritable nom. C'est un personnage énigmatique, faisant partie de la plèbe qui grouille au pied de la baille. Elle apparaît comme un fantôme de temps en temps, comme si sa relation avec Atzo était la seule chose qui la maintenait au monde des humains. Elle ressemble beaucoup à Casca dans l'ère des châtiments. Tout comme la Rose, elle devient, à partir de cet arc, mystérieuse, quasi muette, fantomatique quand elle se volatile sans créer gare. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui lui arrive dans le manga. Lors de l'invasion de la baille par les apôtres vers la fin de l'arc, elle est prise en otage par une foule en colère qui la voit comme la sorcière les ayant invoqués. Ils essayent donc de la brûler en pensant que cela les fera disparaître. Et il arrive exactement la même chose à la Rose dans ce film. Vous l'aurez compris, Le Nom de la Rose est un film auquel Miura a emprunté beaucoup d'éléments. À la profondeur insondable, c'est une merveille truffée de références religieuses qui ravira les spectateurs capables de les saisir. But what is so alarming about laughter? Je n'ai pas lu le roman, donc je ne sais pas s'il a également joué un rôle dans la conception de Berserk. J'invite ceux qui en savent plus sur le sujet à vous exprimer dans les commentaires. Passons à la suite. On a parlé de tous les films qui ont joué un rôle majeur dans la conception de Berserk, mais il y en a beaucoup d'autres dont Miura s'est inspiré pour concevoir son manga. Des œuvres qui étaient moins importantes pour lui, mais auxquelles il a emprunté quelques éléments. On va commencer par Hellraiser. Cette saga de films d'horreur a inspiré beaucoup d'artistes de tout médium. Miura en fait partie. Les apôtres de Berserk ressemblent beaucoup aux cénobites des films. Physiquement déjà, avec ses costumes gothiques et ses difformités physiques étranges, mais aussi dans leur nature. Ils existent dans une dimension parallèle à la nôtre, horrible et indescriptible, et ils sont considérés comme des anges par certains, comme des démons par d'autres. Dans Hellraiser 2, on nous présente cet artefact, une sorte de cube qui est la clé vers le monde des Cénobites. Il a clairement inspiré la Bey Elite de Berserk. Mad Max est un autre film qui a influencé Miura. Il a confié dans une interview que c'est ce film qui l'a poussé à écrire une histoire sur un anti-héros torturé qui se bat pour sa survie dans un monde désolé et impitoyable. La tenue de Max ressemble à la première armure que Gus porte dans les mangas, et ce sont tous les deux des héros antisociables hantés par de sévères traumatismes. Highlander est l'un des films d'heroic fantasy les plus célèbres des années 80. En plus de mettre en scène un héros combattant pour sa survie contre des forces du mal qui l'empêchent d'avoir une vie normale, qu'il désire de tout son cœur, l'armure que porte l'antagoniste durant la période médiévale du film a clairement inspiré celle de Geisric, l'empereur ayant fondé l'Empire de Midland dans lequel se déroule l'intrigue de Berserk. Evil Dead est une trilogie de films d'horreur qui a beaucoup inspiré Berserk. Ash Williams partage beaucoup de points communs avec Guts. Deux jeunes hommes traînés dans des complots démoniaques auxquels ils ne voulaient aucunement participer. Ils sont tous les deux devenus cyniques et pleins de rage à cause de leurs péripéties. Et ils ont tous les deux remplacé un de leurs bras par une arme monstrueuse. Les démons sont aussi similaires dans les deux univers, puisqu'ils se forment à partir de morceaux de chair et peuvent se recomposer très facilement, ce qui les rend difficiles à tuer. C'est également à la nuit tombée qu'ils apparaissent. Enfin, il y a Conan le Barbare qui aurait presque pu avoir sa propre partie de la vidéo si ce film était moins connu. Conan et Guts sont deux guerriers dotés d'un grand talent à l'épée, et ils ont tous les deux été formés à l'art de la guerre durant leur enfance passée dans l'esclavage. L'antagoniste de Conan dirige un culte des serpents, porte une armure ressemblant à un serpent et peut lui-même se transformer en une créature reptilienne, comme l'un des premiers apôtres que Guts affronte au tout début de Berserk. La première scène de Berserk, celle où on voit Guts s'amuser avec une femme avant qu'elle ne se transforme en monstre, fait référence à une scène de Conan. Enfin, il y a Valeria, la femme dont Conan s'amourache et qui ressemble beaucoup à Casca. Ce sont toutes les deux des guerrières qui souffrent du fait d'être des femmes dans un monde impitoyablement misogyne. Elles rencontrent toutes les deux un destin tragique, Valeria mourant dans les bras de Conan et Casca étant sexuellement abusée par Griffith jusqu'à la folie, devant les yeux de Guts, impuissant. C'est sur ceci que nous allons terminer cette rétrospective sur Berserk. Que pouvons-nous en conclure? Que Berserk est un pur produit de son époque. Sans la mode de la fantasy des années 80 début 2000, nous n'aurions pas eu beaucoup des œuvres ayant été essentielles pour la création de ce manga. Miura s'est inspiré des œuvres de fantasy qui cartonnaient dans sa jeunesse pour créer Berserk. Mais il était également un érudit, et Berserk transpire de références à l'histoire, aux mythes médiévaux, à la philosophie, ainsi qu'à des éléments de sa propre vie. Et c'est avec un équilibre savamment dosé entre tous ces éléments que Miura a inventé la recette d'un manga profond ayant conquis le cœur de millions de personnes à travers le monde. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était la seule rétrospective que j'ai terminée suite à celle que j'ai faite sur les 3 royaumes. Ce format se fera donc beaucoup plus rare à l'avenir sur ma chaîne, si seulement j'en refais. Elle marque donc la fin d'une ère, si je puis dire, avant l'arrivée de plusieurs changements majeurs sur cette chaîne, et qui, je l'espère, vous plairont. N'hésitez pas à vous abonner et à passer sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. J'aurai très bientôt le plaisir de vous retrouver juste ici, sur cette chaîne.